Tristan, j'ai envie de tester tes connaissances en économie. Alors, je sais que c'est un podcast de course à pied, mais tu es aussi entraîneur et chef d'entreprise. Parce que tu es chef d'entreprise aussi, parce que tu as cofondé Campus Coach, la célèbre application de running. Et donc, voilà, je voudrais savoir un petit peu si tu t'y connais un peu en principe capitaliste. Et tu vas voir qu'il y a aussi des points communs avec le monde du running. Tu vas voir que c'est un peu surprenant des fois. Est-ce que tu connais la loi des rendements décroissants? Vas-y, dis-moi. Ah, t'as pas une petite idée quand même? Fais un effort. Rendement décroissant, tu m'aurais dit, je sais pas moi, attends, intérêt le nom, composé, tu m'aurais dit. C'est-à-dire que plus on s'investit, moins on a de retour sur investissement, c'est ça? Ah bah tu vas voir, t'es pas si loin que la vérité. En fait, la loi des rendements décroissants signifie que lorsqu'on ajoute sans cesse une même ressource dans une activité ou un processus, les bénéfices obtenus diminuent progressivement. En fait, au début, chaque fois que tu apportes une amélioration, ça va être bien, mais après un certain seuil, ces améliorations diminuent de plus en plus, et même si tu continues à ajouter cette ressource, cet ajout à ta ressource, ça peut même devenir contre-productif. Je ne sais pas si je t'ai bien expliqué ce principe, mais… Ouais, j'ai bien compris. En gros, au début, tout va bien, et puis après, il faut bosser dur pour que ça continue à aller mieux, quoi. Exactement. En fait, imagine tu ouvres une crêperie, tu vois, la Tristan crêperie, et tu veux… Très bonne idée. Voilà, Tristan, la Pavlak crêperie, et tu vas améliorer le goût, donc tu vas avoir la meilleure crêpe possible. Donc au début, Campus Crêpe, tu vas ajouter un peu de sucre, tu vas ajouter un peu, un peu de rhum, tu vois, pour le sucre, pour qu'elle ait un goût un petit peu plus rond, un peu de rhum pour qu'elle ait un petit arrière-goût un peu sympa, et ta pâte, elle va être très très bonne. Mais à un moment donné, si tu rajoutes plus de sucre, ça va pas être bon. Si tu rajoutes plus de rhum, ça va pas être bon. Donc en fait, ça a ses limites. C'est ça en fait le rendement c'est ça la loi des rendements décroissants. La particularité, ce qui est bien, c'est que quand tu es une jeune entreprise, c'est assez facile de progresser. Mais plus tu vas augmenter, plus tu vas avoir un certain niveau, ça devient de plus en plus dur. Il y a Apple par exemple. Tu vois, Apple, ils sont en plein dans ça. Au début, ils sont arrivés, ils ont un peu révolutionné le monde de l'iPhone, ils ont mis plein de nouveautés. Et puis aujourd'hui, les iPhones, ils se ressemblent un peu plus. Et donc, ça peut devenir un petit peu difficile pour eux. Et c'est pour ça que cette loi en économie, elle est importante, quoi. C'est-à-dire il faut pouvoir l'anticiper et la gérer parce que tu peux être surpris par ça. Ok, et puis j'imagine que ça veut dire aussi que en faisant pas les bons choix, il faut brasser beaucoup d'énergie pour pouvoir réussir à avoir des résultats si on va pas dans le bon sens. Exactement. Et du coup, ça nous envoie quand même un petit peu à notre sujet du jour, qui est du coup, est-ce qu'on peut progresser tout le temps en course à pied? Est-ce qu'on peut atteindre des limites? Et on va se poser pas mal de questions. Comment est-ce que notre corps il s'adapte à la progression? Comment est-ce qu'on peut booster ce mécanisme physiologique? Selon la science, quelles sont les erreurs à éviter pour éviter de freiner cette stagnation, entre guillemets? Tristan, ce que je te propose, c'est qu'on s'installe confortablement et qu'on passe à notre sujet du jour, si tu veux bien. Avec plaisir. C'est parti. Dans la tête d'un coureur original, les freins à la progression. Alors Tristan, quand on parle de progression en course à pied, qu'on soit coureur débutant ou qu'on soit un expert, on se pose tous plus ou moins la même question. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Moi, par exemple, je commence à prendre un peu de bouteille, tu vois, ça va bientôt être ton cas, et je me dis, est-ce que je vais pas à un moment donné être limité par mon âge? Est-ce que même génétiquement, moi, je suis quelqu'un qui pense que depuis toujours, il n'est pas vraiment taillé pour la course à pied. C'est plutôt l'effort que je fais à l'entraînement qui me permet de réussir, mais j'ai toujours eu cette conviction que ma génétique allait beaucoup me limiter. Il y a aussi le temps qu'on peut consacrer à ces entraînements. J'ai pas un temps infini, donc forcément, ça aussi, ça doit être limitant. Toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu penses que ces facteurs que je viens de citer ou d'autres que tu peux nous parler, ils sont aussi limitants qu'on peut le penser? Il faut regarder la réalité en face. Hélas, mais la génétique, l'âge, tous ces trucs-là, la quantité de ressources qui sont à disposition sont évidemment très limitants. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, le problème c'est que quand on parle de limite, on sous-estime très souvent son potentiel maximal. Donc on se dit, c'est vrai, quand je te dis t'es limité, tu courras pas le marathon en 2 heures. Après, si tu te mets les moyens, etc., je suis sûr que tu peux descendre à 2h30. Alors que toi, quand tu as commencé la course à pied, c'est quelque chose qui te est paru totalement inconcevable d'atteindre ce niveau-là. Donc c'est là où je parle de limite. Ok, attention à la limite. La phrase que j'aime bien, c'est quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Mais il faut pas non plus se brider trop. Une autre chose que j'ai aperçue ou que plutôt en tant qu'entraîneur je vois, c'est que très souvent, plus on part d'un niveau bas, plus l'amplitude est grande. Donc quelque part, il y a aussi le truc de attention avec la génétique, etc. Parfois, c'est juste que
on est sédentaire, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas entraîné. Oui, vous allez commencer la course à pied. Votre niveau, il va pas être génial, mais ça ne peut que augmenter et c'est souvent là où on voit les progressions les plus grandes. Alors que quelqu'un qui vient d'un autre sport, qui est déjà très athlétique, il va très souvent commencer avec des bonnes performances, voire très bonnes performances, mais c'est pas sûr que son amplitude de progression soit aussi grande. Donc attention à ça, potentiel maximal et progression sont deux choses à bien distinguer. Mais c'est vrai que l'impression que j'ai, c'est que des fois on entend dans le développement personnel ou même certains athlètes de haut niveau qui vont te dire ouais, voilà, la génétique c'est une excuse. Il y a cette citation que les athlètes adorent, c'est le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Ouais. Ce qui est vrai ça pour le coup, ce qui est vrai dans une grande mesure. Tu vois, non, mais t'as ça et t'as aussi les gens qui tout de suite se disent oui mais moi de toute façon j'ai la génétique, tu vois, comme si très vite ils allaient être limités par leur génétique. Oui. Et on a un entraîneur qu'on connaît bien tous les deux, c'est Fred. Moi, j'ai déjà discuté des facteurs limitants avec Fred. Et Fred m'a dit, en tant qu'entraîneur, moi, j'ai jamais rencontré. Alors pourtant, Fred, il s'est occupé du groupe élite au Stade français d'athlétisme. Il m'a dit, on peut être limité par sa génétique, par plein de facteurs. Mais moi, je n'ai jamais rencontré un athlète, même un athlète de très haut niveau, qui avait atteint son plein potentiel. Parce qu'il dit, il y a tellement de curseurs sur lesquels tu peux travailler, ce soit la nutrition, la récupération, le renforcement musculaire, la course à pied, que atteindre sa limite, en fait, c'est qu'il y a très très peu d'hommes sur Terre qui sont capables d'aller ne serait-ce qu'à leur limite. Et donc, à partir de ce point de vue-là, on n'est jamais limité. Oui, après, c'est quand même asymptotique. Par exemple, quelqu'un qui va courir son premier semi-marathon en 2h10, en s'entraînant énormément, il va très vite atteindre peut-être 1h40, 1h30. Et peut-être que s'il commence à maximiser ses ressources, il va tendre vers 1h20 et peut-être 1h18 et puis après 1h17, 30. Et puis, tu vas faire que certes, l'amplitude est grande et il y a toujours des gains à aller chercher, mais ça reste quand même asymptotique. Après, tu vois, quand tu vas commencer à aller vers des chronos 1h05, 1h04, là, c'est là où c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Ouais, et puis t'es pas forcément un gros énervé qui a envie de tout mettre toute ta vie sur ta progression. Donc c'est sûr que t'as aussi. On n'a pas tous envie de courir 15 heures. Voilà, forcément, voilà, t'es limité. Après, il y a quelque chose d'assez frustrant, c'est que quand tu commences la course à pied, tu passes peu de temps à t'entraîner, tu progresses très très vite. On va dire que tout est exponentiel. C'est-à-dire que le temps que tu passes à t'entraîner par rapport au progrès que tu fais, c'est énorme. Et là où c'est un peu cruel, c'est que plus tu deviens expert, plus il te faut du temps pour gagner des tout petits pourcentages. Tu vois. Et donc, plus l'énergie brassée. C'est hyper cruel, tu vois, c'est dur, c'est très dur. Alors c'est bien parce que c'est très motivant au début, parce que tu progresses très vite et du coup ça si c'était l'inverse, ça serait très difficile. Personne ne se lancerait vraiment. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est frustrant parce que des fois, tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts. Et tu vois, moi, j'ai toujours dit, j'ai un record de 33-30 sur 10 km et je me suis dit, je sais que je peux faire 32-15. Voire même moins de 32, c'est possible. Mais l'effort que ça va me demander pour faire finalement un tout petit peu moins, j'ai pas envie de le faire, entre guillemets, tu vois. C'est pas tant que je suis feignant, mais c'est qu'il va falloir que ça se trouve, je m'entraîne 2 fois mieux. Je n'ai pas dit 2 fois plus, 2 fois mieux. Mais voilà, pour le si peu à gagner, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Je pense qu'il y a un momentum aussi qu'on a en tant qu'athlète, c'est de vouloir bien faire les choses. Quand on parle de progression, il y a aussi ce truc de j'ai progressé parce que j'ai mis en place des choses et je les ai tenues sur le long terme, j'ai été régulier. Il y a aussi il y a un lot de valeurs qui va avec la progression, c'est pas juste physiologiquement qu'est-ce que je vaux. Le problème, c'est qu'en effet, il y a un moment où il y a un point de rupture. Où il y a, ok, ça fait 2-3 ans que je suis assidu, je suis au-delà de mes capacités, on va dire, d'investissement. Maintenant, c'est bon, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Mais avant d'en arriver là, j'ai dit 2-3 ans, en réalité, un peu plus que ça. Alors Tristan, je vais te parler des micro-trottoirs, évidemment, parce que on le sait, c'est le retour cette saison des micro-trottoirs. Les gens en podcast, écoutez ça. Et du coup, c'est moi qui me frotte les mains. On a interrogé la communauté campus pour savoir, quel était leur avis justement sur les facteurs de progression, les facteurs de régression, qu'est-ce qui pouvait les freiner peut-être à leur épanouissement en course à pied. On est allé dans quelle ville? Je ne sais pas forcément, mais on est allé. Je ne sais pas si tu connais, on est allé à Bayonne, tu vois. Voilà. Ça c'est le groupe de course de Johan. Voilà, notre pacer campus. Ils sont un peu plus connus pour leur jambon, ils sont un peu plus connus pour leur fête, ils sont un peu plus connus pour le rugby, mais il y a quand même des coureurs à Bayonne. Voilà, et on les a trouvés. Ils sont là pour dans la tête d'un coureur. On va attendre des accents qui chantent là. Allez, je te propose qu'on les écoute et qu'on sache un peu leur perception sur la stagnation. Allez, c'est parti. En course à pied. C'est parti. Salut Guillaume, nous sommes à Bayonne avec les membres du groupe Campus. Je suis avec Valentin. Valentin, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est possible de toujours progresser en running où on atteint un certain palier? Pour moi, il y a vraiment il y a 2 sources de progression. Il y a la première qui va être soit par le volume, la deuxième soit par l'allure. Et je pense que dans tous les cas, on
On peut atteindre une limite, ça c'est sûr. Au bout d'un moment, on ne va plus pouvoir, mais sur 10 à 20, voire peut-être très long terme, 30 ans, je pense que dans tous les cas, il y aura une forme d'amélioration, et que ce soit par le volume ou par l'allure. Alors moi je pense qu'au bout d'un moment on atteint un palier, de par notamment la génétique, qui fait qu'au bout d'un moment je pense qu'on peut plus progresser. Et je pense que le premier palier on l'atteint aussi si on ne suit pas de plan d'entraînement, si on court de manière on va dire aléatoire. Déjà on va atteindre un premier palier. Donc je dirais que si on ne suit pas de plan d'entraînement on atteint un palier, et même en suivant un plan d'entraînement au bout d'un moment je pense que la génétique fait qu'on ne progressera plus. Tiffany, qu'est-ce qui selon toi freine le plus ta progression en course à pied ? Ce qui freine le plus ma progression, je dirais que c'est là, la rentrée par exemple. J'ai du mal à tenir la régularité, je suis toute chamboulée dans mon rythme, et d'arriver à tenir, à trouver où placer mes entraînements, c'est pas facile. Et voilà, c'est vrai que là par exemple cette semaine j'en suis à ma première sortie, on est jeudi, c'est un petit peu frustrant. Et je me dis que ça peut me ralentir, mais en même temps, j'essaie de pas trop me mettre la pression. Pour moi, c'est de ne pas faire assez de F ni assez de renforcement musculaire, puisque ça a été ce qui m'a fait me blesser pendant plusieurs années. J'avais un manque de tonicité sur les jambes et pas assez de volume de manière générale dans mes entraînements. Je pense que ce qui a freiné ma progression, c'est le fait de ne pas intégrer dans ma prépa tout ce qui était renforcement musculaire. Et de peut-être pas y aller progressivement aussi. C'est-à-dire que j'y suis peut-être allée trop fort dès le départ, en voulant aller trop vite, trop loin. Et du coup, je me suis blessée. Retour au studio. Bon, c'était, y a pas mal de choses qui se sont dites, des trucs assez intéressants. Moi, j'ai noté pas mal de choses. Pour progresser, les deux facteurs, en tout cas selon un coureur bâillonné, c'est la vitesse et le volume. C'est vrai que ça semble assez naturel. On va voir si c'est vraiment les deux piliers de progression ou de stagnation. Si on fait pas assez de volume, si on fait pas assez de vitesse. Moi, je l'ai pas pris comme ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai analysé je peux me mettre comme objectif de progresser d'un point de vue chrono, donc output, et je peux progresser d'un point de vue input. Je peux progresser dans avant j'étais capable de m'entraîner 40 km par semaine, aujourd'hui 60, indépendamment du chrono final. J'ai progressé dans ma démarche. Moi je l'ai pris comme ça. Ah ouais, c'est possible. Je sais pas voilà, il faudrait qu'il nous le dise en commentaire s'il nous écoute. C'était le fond de sa pensée. Sans plan d'entraînement, on stagne vite. Ça c'est très vrai. C'est vrai que tu vas beaucoup plus vite stagner si tu t'entraînes pas bien ou si tu t'entraînes un peu tout seul. Manque de régularité, pas d'endurance fondamentale, pas de musculation. Quand on manque aussi de progressivité, tout ça, ça va être des facteurs aussi qui vont limiter en tout cas notre progression. On va évidemment revenir sur un peu tous ces points parce que les questions posées sont quand même assez justes, je trouve. Mais la progression, la stagnation, c'est souvent, en tout cas la progression, c'est un phénomène d'adaptation. C'est-à-dire que le corps est confronté à un stress. Pour répondre à ce stress, il va devoir progresser, s'améliorer pour pouvoir, quand il est réexposé à ce stress, y pallier. Et notre corps humain, c'est ça qui est dingue avec le corps, c'est que c'est une fabuleuse machine d'adaptation et il peut devenir plus fort, il peut devenir plus rapide, il peut devenir plus endurant, il peut développer des compétences incroyables. Moi, ça me fait toujours, tu sais, les personnes malvoyantes, comment ils arrivent à évoluer dans l'environnement. C'est là où tu te dis, le corps, il sait s'adapter, mais c'est complètement incroyable ce qu'il est capable de faire, ou même les gens qui sont capables de, de jongler, de faire des trucs de dingue, à tel point le corps, il sait s'adapter. Ça, c'est quand même assez. Si vous voulez surprendre Guillaume, jongler. C'est le plus incroyable. Ouais, mais j'ai pris ça en exemple, mais tu sais, des fois, il y a des talents, t'es un peu surpris, quoi. Mais c'est juste pour te dire la capacité du corps à s'adapter à des tâches très spécifiques et devenir expert dans cette tâche-là, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même assez dingue. D'ailleurs, j'avais même lu que le nez humain par rapport au nez du chien était pas si éloigné que ça. C'est juste que comme le chien marche à quatre pattes, en fait, le nez est beaucoup plus sollicité, donc il développe des facilités. Mais si nous, on se servait autant du nez, on serait pas aussi fort qu'eux parce qu'ils seraient meilleurs, mais on s'en rapprocherait de leurs compétences. Pour te dire à quel point le corps, il peut très très vite se spécialiser et être fort. Donc forcément, si on court, on peut devenir très très bon. Précisément, là je l'ai très vulgarisé, mais précisément, comment ces mécanismes, est-ce qu'ils fonctionnent, ces mécanismes d'adaptation, comment est-ce que biologiquement parlant, on a ce super pouvoir? Comment tu peux l'expliquer? Alors l'entraînement, tu l'as assez bien résumé. En réalité, je pense qu'il n'y a pas besoin d'entrer beaucoup plus dans les détails. L'entraînement crée un stress. Quand on parle de stress, ça peut être un stress mécanique. Donc quand on va avoir un impact, il va y avoir des récepteurs au niveau de nos muscles, de nos os, de nos tendons qui vont capter comme un signal, on va dire.
Et ce signal, il va être retransmis, il va être transformé, par exemple un stress mécanique va être transformé en stress chimique. Et donc du coup, ça va aller dans une chaîne de réactions, on va dire, qui vont par la suite créer des adaptations. En fait, il y a un signal, il est capté, il est traduit, et ensuite, ça peut être je vais créer des protéines pour aller faire ci, je vais aller créer de nouvelles enzymes parce que ça a manqué là. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc il y a mécanique, il y a aussi des stress chimiques. Voilà, le fait de faire beaucoup fonctionner ces comment on pourrait dire, ces centrales de création d'énergie, par exemple, et justement le fait de le contraindre, ça va créer des différents signaux qui vont créer des adaptations. Et ces adaptations-là, elles ont qu'un seul but, c'est de s'améliorer. Le but, c'est, il y a un stress, j'ai été éprouvé, je vais essayer de me renforcer pour que la prochaine fois que je le rencontre, je sois un peu mieux armé pour y faire face. Le seul problème, c'est que pour que ces étapes se passent bien, il faut en fait avoir, on va dire, le fuel nécessaire pour que ça se passe bien. Et entre autres, il faut assez récupérer. Tu vois, en fait, entraînement stress, là, il n'y a pas besoin de récupérer. Par contre, pour que le signal parcours là où il doit aller, les adaptations, le fait que il faut assez manger, il faut assez dormir, il faut que les hormones puissent être créées. Enfin voilà, toutes ces choses-là nécessitent aussi du repos. Et ce qui est directement lié à ça, c'est que c'est ce qu'on dit souvent, l'entraînement c'est bien, mais sans récupération, il n'y a pas de progression. Ouais, évidemment, on en reparlera certainement tout à l'heure des enjeux autour de la récupération, mais c'est vrai qu'on voit souvent la progression à travers l'entraînement. Il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse plus de volume. Tu vois, la personne naturellement disait il faut que je fasse plus de volume, il faut que je fasse plus de vitesse si je veux progresser. Mais ce qu'on oublie, c'est que vous pouvez faire toutes les séances que vous voulez. Tous ces processus d'adaptation, de renforcement du corps, ça se passe pendant le sommeil, ça se passe pendant la récupération. Majoritairement, oui. Voilà, donc en fait, c'est la phrase de Nico qui fait un peu sourire. Elle est un peu marketing, mais elle est aussi très juste. L'entraînement fait régresser, c'est la récupération qui fait progresser. Et voilà, même si elle peut faire sourire, il y a beaucoup de bon sens dans cette phrase-là. Donc voilà, ça me fait penser à ça, mais certainement qu'on reviendra tout à l'heure parce que tu as analysé les freins selon la science, la littérature scientifique qui nous font le plus stagner, qui freinent notre progression, et j'imagine qu'on en reparlera. Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas la liste, mais j'imagine qu'on en reparlera. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, dans ces phénomènes d'adaptation, c'est que une fois qu'on a exposé notre corps à un stress ou qu'on lui a demandé quelque chose, par exemple, je lui ai demandé de courir un 10 km en 40 minutes, ou un semi-marathon ou un marathon, même si on arrête de demander à notre corps de faire ça, parce qu'on arrête de courir, on passe 5-6 ans, quand on revient, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Comme si le corps avait une espèce de mémoire. Ça, on l'a tous plus ou moins constaté. Ça veut dire qu'on va mettre, par exemple, 3 ans à faire moins de 40 sur 10 km. Si on arrête 5 ans, en 3 mois, on peut les refaire. Voilà, plus ou moins. Et pas 3 mois, mais oui, pas 3 ans en tout cas. Voilà, si tu faisais 33 minutes, moi, voilà, j'ai arrêté pendant vraiment de m'entraîner sérieusement pendant un certain nombre d'années, et très très vite, parce que tu sais t'entraîner, parce que voilà. En tout cas, c'est allé beaucoup plus vite que la première fois. J'ai mis 3 fois moins de temps quasiment à atteindre cet objectif-là, qui était moi à la base moins de 40, qui était un gros objectif. Et donc, on parle souvent de mémoire. Le corps comme s'il avait une mémoire. Est-ce que ça existe vraiment, cette mémoire cellulaire, ou c'est plutôt un mythe ? Est-ce que ça a été déjà étudié, ça ? Mémoire cellulaire, je sais pas, mais tu as dit un truc qui était intéressant. Pour moi, on peut séparer en 2 choses. Il y a vraiment ce qui va être purement physiologique, cellulaire, corporel, et tout ce qui va être apprentissage un petit peu cognitif. Par exemple, quand tu t'entraînes, tu l'as dit, je savais m'entraîner, donc aussi c'est aller plus vite. Quand tu as commencé la course à pied au tout début, potentiellement tu faisais pas de footing, t'es fractionné, tu savais pas trop comment les faire, tu savais pas à quelle allure les courir, etc. À l'époque, il y avait pas Campus, donc forcément. Non mais tu vois, il y a tous ces trucs là que tu apprends. Aussi, par exemple, je te prends un autre exemple, mais quand tu as fait plusieurs préparations marathon, courir 1h30, au bout d'un moment, ça te paraît plus si long que ça sur une sortie longue. Alors que quand tu as commencé la course à pied, déjà 1 heure de course à pied, c'est long. Donc, et ça, pour le coup, est-ce que c'est physique, c'est pas physique ? Alors, dans un certain sens, oui, mais c'est aussi juste ta perception, ta perception du temps devient différente. Courir 1 heure, c'est vraiment très facile. Alors que quand tu débutes, c'est quand même une grosse contrainte pour toi. Donc, tu as ces 2 choses-là. La première, c'est tout ce qui est non physiologique, juste en termes de perception. Je m'entraîne mieux.
ça me paraît plus court. Faire du sport devient une vraie habitude. J'ai appris peut-être à mieux manger, à mieux récupérer. Toutes ces choses-là qui sont en dehors de l'entraînement, qui sont plus de l'habitude de vie, j'ai envie de dire. L'aspect cognitif qu'il faut vraiment pas négliger parce que quand tout se remet en place, ça aussi revient. Et c'est en réalité, on l'a dit, tout au moins aussi important que les adaptations physiques, ou tout du moins, elles permettent beaucoup plus facilement de les réatteindre. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est tout ce qui va être physique. Enfin, le sport a des impacts sur le corps qui vont quand même persister plus ou moins. Tu vois, par exemple, le fait de faire des sports d'endurance, ça va modifier partiellement ta typologie musculaire. Tu as des fibres qui vont devenir de plus en plus lentes, si on grossit les traits. Ça va jouer sur ton volume d'éjection systolique, donc la quantité de sang que ton cœur est capable d'éjecter. Et quand tu t'entraînes, évidemment, ça veut dire que ton ventricule il va s'élargir pour pouvoir accueillir de plus en plus de sang. Il va aussi devenir de plus en plus élastique. Ça se perd pas totalement, en fait. Tu gardes toujours un peu une hypertrophie de ton cœur. Par exemple, quelqu'un qui va faire beaucoup de muscu quand il est jeune, il va jamais devenir tout maigre. Il va toujours garder une masse musculaire toujours un petit peu latente. Je te donne 2 exemples. Alors après, je pourrais continuer sur les mitochondries, les tendons, la proprioception. Tu vois, ne serait-ce que tu fais du sport, tu développes ta compréhension de ton corps dans l'espace. Là encore, tu vois, je pourrais même le mettre dans la première catégorie que j'ai citée. Tu vas reprendre le sport. Cette motricité, tu la connais, tu l'as développée. Tes schémas nerveux neuronaux sont déjà développés pour pouvoir le refaire. Tu as quelqu'un qui a fait de la danse, toute sa vie potentiellement il peut danser. Quelqu'un qui a fait du vélo, on dit le vélo ça s'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un petit peu ça. Je te prends 2 exemples qui pour moi sont un bon exemple de ça. Le premier, c'est le sport jeune. Tu vois, en tant qu'adulte, c'est toujours un petit peu difficile, mais là tu vois que des jeunes qui font du sport, à partir du moment, même s'ils arrêtent un peu après avec l'arrivée du travail, etc., toute leur vie, ils vont avoir une prédisposition à l'activité physique qui va être beaucoup plus grande que quelqu'un qui n'a vraiment fait aucun sport de toute sa jeunesse, toute son adolescence. Évidemment, c'est des spectres, mais donc c'est bien qu'on garde quelque chose en nous, on garde des facteurs qui peuvent diminuer, évidemment. On avait parlé de la VO2 max dans un épisode, justement, par exemple, pendant l'enfance qu'on l'a développé. Exactement. Tu fais pas de sport quand tu es jeune, c'est vrai que pour le coup, ça peut être un petit point négatif. Le deuxième, alors celui-là, il est un petit peu moins connu. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas revérifié, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était le cas. Ce qu'on appelle les cellules satellites. Il y a un processus dans l'hypertrophie, donc dans le gain de masse musculaire, qui veut que tu as des cellules qui sont en périphérie de ton muscle et en fait qui s'intègrent à ton muscle au fur et à mesure de l'entraînement et qui permet de t'améliorer, de faire grossir ton muscle, etc. Les cellules musculaires, c'est l'une des rares cellules qui a plusieurs noyaux en fait au sein de la même cellule. Une fois que le cellule satellite est intégré à ta fibre, en fait potentiellement il reste là toute ta vie. Donc tu vois, je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui était musclé, il ne redevient jamais forcément tout maigre. Et pareil, parce que du coup il va être plus sensible au fait de se réentraîner par la suite. Donc toutes ces choses-là, c'était juste 2 exemples parmi tant d'autres, mais on l'a dit, on a fait un autre podcast sur le VO2 max. Toutes ces choses-là en fait sont similaires. Oui, je trouve qu'il y a une certaine mémoire et c'est pour ça qu'on a tendance à reprogresser un peu plus vite. 3 mois, peut-être pas ce que tu as dit, peut-être pas à ce point-là. Ouais, j'ai peut-être un peu exagéré, mais après, non, j'ai quand même vu des personnes, j'étais impressionné, des personnes j'ai un ami, Luc, pour ne pas le citer, il est parti faire un road trip en Russie. Il n'a pas du tout couru pendant plusieurs mois. Il est revenu et en une semaine, c'était quelqu'un de très très doué et il tapait déjà des séries de 6 x 1000 en 2,55 quoi. Et tu vois, tu te dis la capacité qu'il a quand même à revenir et même pendant le Covid, tu vois, pendant le Covid, moi j'avais arrêté, j'ai vraiment la seule fois de ma vie j'ai arrêté de courir pendant 3 mois d'affilée. Voilà, ça m'est jamais arrivé. C'est seulement arrivé pendant le Covid où je sortais de prépa marathon, ça s'était annulé, j'étais un peu deg. Et quand je suis revenu 3 mois après, donc quand on a arrêté les restrictions, on les a un peu plus, on s'est un peu calmé quoi. Ils se sont un peu détendus. Finalement, je me suis dit, mais en 3 mois d'arrêt, je suis revenu très très vite quoi. Et voilà. Et on fera d'ailleurs justement un épisode sur la coupure. Mais c'est vrai que plus tu t'es entraîné, plus tu as une pratique très régulière. Moi, je te parle de quelqu'un qui s'est entraîné 15 ans, tu vois. Donc forcément, dans ton corps, c'est quand même, il a forcément gardé ça un peu plus. Il s'est dit, oui. Ton niveau de base s'augmente. Voilà, c'est ça. Évidemment, quelqu'un qui a couru peut-être que 3 ans, il va pas émettre 3 mois. Mais quelqu'un qui a couru très, très pendant des années, je pense que plus tu as couru longtemps, et plus en fait la coupure sera moins douloureuse pour toi. Oui, et puis même ça tu le vois très bien sur des préparations type Ironman, mais donc Ultra Trail, la même chose. Des gens qui s'entraînent vraiment depuis 20 ans, en fait il leur faut très peu d'entraînement pour réaccéder à ces distances, là où quand tu débutes, il faut vraiment que le plan il soit carré, il faut que tu fasses plein de sorties longues, plein de trucs, alors qu'après
20 ans plus tard, tu fais 2-3 sorties longues de 6 heures et puis allez, c'est bon, t'es prêt. Et ça, justement, c'est des bénéfices d'accumulation. C'est quand même une petite chance. Mais il faut combattre. Je pense vraiment qu'il faut combattre l'idée qu'on repart de zéro. Souvent, on entend ça, même les entrepreneurs, je repars de zéro. Mais tu repars jamais de zéro, puisque de toute façon, tu as acquis des connaissances, de l'expérience, tu as fait des erreurs. Donc, c'est impossible de repartir de zéro. L'entrepreneuriat, ça, c'est un très bon parallèle parce que tu vois, typiquement, il y a. Bon, je pense pas qu'il y ait d'adaptation physique à devenir entrepreneur. Ouais. Par contre, tu vois, la première catégorie que je t'ai dit de tous les automatismes, tu vois, par exemple, un entrepreneur qui redémarre de zéro, potentiellement, ne serait-ce qu'avec tous ces automatismes, il peut réussir à recréer de la richesse. Tu vois, c'est un peu pareil avec la course à pied. Demain, toi, tu recrées une boîte de campus. Ce que tu as mis peut-être 3 ans à faire pour campus, tu mettras beaucoup moins de temps. Voilà, ça c'est évident. Je suis chaud de pas essayer, mais... Tu sais, tu avais un truc aux États-Unis où on demandait à des grands chefs d'entreprise qui avaient fait fortune, on leur donnait $100 et ils devaient se débrouiller avec $100 pour refaire. C'était génial, tu vois, cette émission. Et les mecs, l'idée c'était de redevenir millionnaire. Bon, ils n'y arrivaient pas forcément, mais ils arrivaient à atteindre 450 000 $. Le truc, ils avaient un mois, quoi, et ils arrivaient, quoi, tu vois, c'était assez dingue. Donc ça prouve quand même que tu repars jamais de zéro. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Des fois, on se dit, j'ai arrêté, j'ai été blessé, j'ai coupé, je repars de zéro. C'est pas vrai. Non, vous repartez pas de zéro. Alors, tu vas nous dire si la science a identifié des facteurs précis qui nous freinent dans notre potentiel. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que concrètement, toi, j'imagine en tant qu'entraîneur, tu as déjà rencontré des personnes convaincues qu'ils ne pouvaient pas atteindre tel ou tel niveau de performance. Tu vois, est-ce que tu as déjà eu tu rencontres des fois le besoin de peut-être presque convaincre la personne qu'il est capable de ça? Ouais, 100%. Même avec Campus, on le voit tous les jours parce que quand les gens viennent, on leur dit voilà, tu as tel niveau aujourd'hui, tu nous as renseigné ton profil, etc. Tu nous dis que tu as 18 semaines pour t'entraîner. Voilà le chrono final qu'on estime basé sur les données qu'on a. Et très souvent, alors chez les débutants, je parle, les gens sont non, c'est impossible que je fasse ce chrono. Ouais. Et en fait, 18 semaines plus tard, ils y arrivent. Donc en fait, ça, pour nous, c'est notre quotidien, 100%. Beaucoup chez les débutants. Même chez les plus élites, hein. Oui, mais tu vois, ça. Enfin, plus élite. Quand je rencontrais Fred, je faisais 36. Il m'a dit, moi, je peux te faire passer en 33 à la fin de l'année, quoi. Je me dis, il fait des belles paroles, tu vois. Il veut me charmer. Il me fait, tu vois, il veut me faire revenir dans son groupe. Il me promet la villa en Sicile, tu vois. Et en fait, bingo, ça a marché, tu vois. Alors je faisais 36, j'étais pas un champion, mais 36, c'était pas mal déjà, tu vois. Mais jamais j'aurais cru ça. Et t'as aussi 80% ont tendance à se dire c'est pas possible, et t'as 20%, c'est l'inverse. Eux, ils veulent faire 29-30, tu vois, alors qu'ils sont en 46. Tu vois, les gars, on va se calmer un peu, tu vois. T'as un peu les deux extrêmes, quoi. C'est très rare les gens qui ont une perception très lucide de leur capacité. C'est très très rare. Celui qui est le plus à même de le faire, c'est quelque part l'entraîneur, s'il en a vu beaucoup. Et encore, t'as aussi tu peux souvent te tromper parce que y a des gens qui vont se révéler avec l'entraînement. Des gens qui avaient une vie de débandade et justement le fait de s'exposer au sport d'endurance va développer chez eux des nouveaux traits de caractère qui étaient en eux, on va dire, et qui vont pouvoir s'exprimer par ça, qui vont pouvoir se développer. On voit qu'ils étaient presque prédestinés à le faire. Mais hormis ces cas-là, il y a peut-être qu'un entraîneur qui peut essayer d'estimer un petit peu ce qui est possible. Tu vois, typiquement, quelqu'un qui va courir en 2h, 2h10, je sais qu'avec de l'entraînement et pas en plus... tu vois, suffit que, par exemple, quelqu'un sorte de la... Alors, ça dépend les profils, mais 1h30, c'est pas inaccessible. 1h05, je suis prêt à parier qu'il n'y arrivera jamais. Parce que tu vois, des gens qui vont courir des 1h05 et 1h de 1h à 1h10 sur semi-marathon, c'est potentiellement des gens qui déjà, en fait, étaient déjà doués alors qu'ils ne s'étaient pas entraînés. Donc, en fait, le truc, c'est juste qu'il y a des spectres, mais... le spectre se condense, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, tu peux par exemple, quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui est pas doué, ils vont avoir 30 minutes d'écart sur semi-marathon, sur leur premier semi-marathon. Si les deux s'entraînent énormément et maximisent leur niveau, à la fin, ils vont plus avoir que 7-10 minutes. Mais ces 10 minutes sur semi-marathon, c'est énorme. Tu vois, entre 1h05 et 1h15, c'est un monde. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font 1h15, enfin beaucoup, on s'entend. Des gens qui font 1h05, déjà, tu commences à les compter, pas sur les doigts de la main, mais tu vois, il y en a beaucoup moins. Alors que pourtant, sur leur premier, l'écart était monumental. Donc c'est là où je parle de sous-estimation, c'est ce que j'ai dit en introduction, du potentiel maximum. Et après c'est ultra individuel, hyper compliqué de prédire précisément pour chaque personne, mais on a quand même des tendances.
Alors justement, sur ce qui freine le plus la progression, que dit la science ? On dit souvent qu'aucun arbre ne monte jusqu'au ciel, on attend toujours vers la limite. Moi, je veux bien aussi le côté génétique, mais si tu prends les jumeaux, les vrais jumeaux, alors je sais plus. Homozygote. Homozygote, voilà, c'est ça, les vrais jumeaux. Il y a toujours un qui est plus fort que l'autre. Pourtant, ils ont un patrimoine génétique extrêmement proche, mais il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Ça, on le voit dans tous les sports. Pas seulement dans la course à pied. Du coup, ça prouve que quand même, il y a des choses qui vont limiter la performance et ça ne peut pas être que génétique. Bien sûr. Et on le voit bien. Donc, que dit la science sur cette question-là ? Est-ce qu'elle a tranché ? Alors oui, il y a Est-ce qu'on peut atteindre nos limites ? Voilà. Est-ce que la science a tranché sur ça ? Et d'ailleurs, les records sont tout le temps battus. Ça, ce qui prouve bien, tu vois, que voilà, on était persuadé que l'homme ne pourrait jamais courir en moins de 2 heures ou pourrait même faire moins de 10 secondes sur 100 mètres. On disait voilà, que c'était quasiment impossible il y a 60 ans. Donc, que dit la science ? Est-ce que vraiment, sky is the limit, tu vois, je ne sais plus la citation, tu vois, dans le développement personnel, mais voilà, est-ce que la science s'est intéressée à ça ? La science s'est intéressée à ça dans le sens où, oui, en effet, l'humanité tend vers une limite. Après, c'est très difficile de savoir laquelle exactement pour chaque distance, mais tu as des implications mécaniques ou sur des règles physiques de base, tu sais qu'on ne courra jamais le 100 mètres en 4 secondes, tu vois. Donc après, précisément, c'est difficile. C'est que des modèles mathématiques, mais tu as toujours quelqu'un qui va surdominer sa discipline. Tu vois, on pense à Usain Bolt, évidemment, où c'est la personne qui a les bons leviers morphologiques, qui a la bonne génétique, qui se retrouve dans le bon contexte. Et dès comme ça, t'en as 1 sur 10 milliards, et donc t'en as un par génération, quoi. Donc la science essaye. Alors, je vais plutôt le dire ça comme ça. La science essaye de trouver une limite, c'est sûr qu'il y en a une, elle a du mal à la trouver, mais tu vois, physiquement parlant, c'est sûr qu'il y en a une. C'est juste que comme c'est des modèles mathématiques, à chaque fois, ils sont très sur 2, et puis on se rend compte que chaque modèle a une faille, et donc il y a forcément le mec qui va aller descendre le chrono sous la barre des 2 heures, etc. Alors, il y a certainement des auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'on a l'impression de ne pas progresser suffisamment, peut-être qu'on a l'impression de stagner, peut-être qu'on a l'impression de régresser. Voilà, et c'est jamais des sentiments agréables, mais ça peut arriver. Donc tu vas nous aider. Ça fait même partie un peu de la vie du coureur, et réussir à lutter contre fait aussi partie des apprentissages qui nous servent dans le reste de notre vie. Et c'est même pas forcément une mauvaise chose quand on stagne ou quand on progresse pas suffisamment, c'est juste un signal. Peut-être qu'il faut faire les choses différemment, et tu vas nous aider justement à faire les choses différemment pour un peu rebooster notre progression et en finir avec c'est la stagnation ou même la dégression. Tu as identifié 7 freins principaux selon la science du sport. Tu vas nous en parler, tu vas aussi le détailler un petit peu pour nous. Le premier frein à la progression selon la science, lequel est-elle ? Alors selon la science, ils ne sont pas forcément par ordre d'importance. Oui, je veux dire, on dit c'est le. Exact. Voilà, ça il faut le préciser. C'est pas celui-là, c'est peut-être celui que c'est leur numéro 1, mais c'est peut-être vraiment mon numéro 1. Pour moi, c'est les blessures. Parce que très simplement, si on regarde la science, ce qui est corrélé, l'un des facteurs les plus corrélés à la performance en course à pied, c'est le volume à vie. Donc si le but c'est de cumuler le plus de volume à vie, le but c'est d'être le plus régulier possible pour pouvoir justement cumuler le plus de kilomètres. La régularité va pouvoir permettre aussi une surcharge d'entraînement où on commence la première année, on court 40 km, puis la deuxième peut-être 50. En tout cas, si on a cette envie de progresser petit à petit, on a fait un épisode comme ça où on a parlé de l'importance de prendre du temps sur chaque étape, etc. Mais tu tires le fil au bout de 15 ans, justement tu arrives à des très hauts volumes d'entraînement et beaucoup de kilomètres à vie, mais pour ça il faut être régulier. Et la chose en tant qu'entraîneur qu'on voit qui limite le plus la régularité, c'est les blessures à répétition. Parce que très souvent, on en fait trop, on se blesse, et puis si on se blesse 6 mois tous les 6 mois, tu t'entraînes la moitié de l'année, quoi. Donc réussir à limiter ton risque de blessure par plein d'outils, ça peut être le renforcement. Pour moi, ça c'est mon outil préféré. Scientifiquement parlant, il n'y a pas encore de consensus, on pourrait dire. Il y en a qui disent que ça ne joue pas. Personnellement, d'un point de vue empirique, je le dis que c'est empirique, je trouve que les résultats sont indiscutables. C'est mon point de vue. Si tu gagnes en économie de course, a priori. Et puis même en fait, pour plein de raisons, je pense qu'on a déjà parlé. On va gagner du temps. Non, mais c'est les biais aussi de la science, moi aussi, mais ça c'est sûr. Voilà. Parce que c'est une question de durée, c'est une question de protocole, des blessures musculaires, etc. si tu renforces ton muscle, a priori, je veux dire, c'est le principe. Si tu prends un coup de pied de Benoît Saint-Denis dans le ventre, tu meurs. Si tu es musculairement prêt, solide et tout, tu peux l'encaisser, tu vois. Exact. Donc a priori, si tu te renforces, c'est que tu leur envoies
voilà, c'est le principe même dans la dénomination du renforcement musculaire. Il y a renforcement, les gars. Il vous faut quoi de plus? Je veux bien les études. C'est sûr que voilà, après c'est. Non, mais vaut mieux être clair parce qu'on pourra toujours trouver une étude qui dit que c'est pas le cas, etc. Donc au moins, je me porte garant de cette information. Donc renforcement, gestion de la charge aussi hyper important parce que typiquement sur des trucs aussi bêtes de je vais en vacances, je m'entraîne 2 fois plus parce que j'ai du temps, des choses toutes bêtes où après tu rentres, les stages d'entraînement catastrophiques, les gens ils courent 50 km par semaine, ils vont en stage au Kenya, ils courent 120, ils rentrent, ils pensent qu'ils vont être prêts pour leur course, pour leur marathon de fin d'année, ils rentrent, en fait ils ont les amateurs qui savent pas gérer les stages. Exactement. Et puis ça c'est beaucoup démocratisé, il y a de plus en plus c'est pour ça que je dis ça. Donc tu vois, renforcement, c'est une catastrophe pour la blessure. Il y a beaucoup de gens qui sont même blessés. Meilleure gestion de la charge, bonne récupération, toutes ces choses-là vont jouer sur le fait de diminuer le risque de blessure. Et en fait, la personne qui va le plus progresser, c'est pas celle qui va s'entraîner le plus dur sur le court terme, parce que celui qui va s'entraîner 3 fractionnés à VMA toutes les semaines pendant 6 semaines, c'est cool. Mais en fait, la personne qui va pouvoir persister pendant 6 ans, c'est elle qui va vraiment à terme faire la différence. Mais c'est tellement important ce que tu dis. Tu sais, j'ai rencontré des tonnes. Alors, je vais faire le mec. J'ai rencontré tout le monde. Tu sais, au petit Tristan dans la vie. Bon, voilà. L'expérience, c'est une lumière dans le dos qui éclaire le chemin qu'on a déjà fait. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais en tout cas, j'ai acquis une conviction. Parce que tu rencontres des entraîneurs, des machins, et des gens tous compétents, plus compétents les uns que les autres. Et des fois, il y a des visions différentes. Mais j'ai acquis une certitude. Et c'est celle-là, c'est vraiment que l'athlète qui progresse, c'est l'athlète qui se blesse pas. Parce que même si tu fais une chose mal, si tu le fais suffisamment assez longtemps, ça va être bien, tu vois. Ouais. Ça, je le dis, non, mais c'est réel, tu vois. Même si moi, par exemple, je sais pas conduire, mais je vais pendant très longtemps conduire. Il y a un moment donné, je serai peut-être pas un super conducteur, mais ça va le faire, tu vois. Si vous savez pas cuisiner, si vous mettez beaucoup de temps à faire la cuisine, vous allez apprendre à cuisiner. Mais même dans le travail, si tu consacres beaucoup de temps au RH, même si t'es pas un pro, mathématiquement, tu vas t'améliorer sur le RH. Si tu consacres beaucoup de ton temps à la comptabilité, mathématiquement, tu vas devenir meilleur en comptabilité. Donc, c'est un facteur qui est vraiment très fort. Plus vous allez être régulier et plus vous allez progresser. Tu vois, j'en parlais avec Casquette Verte. Casquette Verte, tu vois, il a cette capacité à être hyper régulier et il s'entraîne tous les jours, que Dieu fait, que machin, ci et ça, et il arrive à faire ça sur la durée. Il a eu des super résultats, alors que je ne pense pas que son entraînement soit le plus optimum possible. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur, quoi. T'as cette image de, t'as une cible, t'es dans une pièce, t'éteins la lumière. Celui qui a le plus de chances de toucher la cible, c'est celui qui va tirer 1000 fléchettes, contrairement à celui qui va en tirer 50. Après, si tu as 1000 fléchettes, vaut mieux allumer la lumière et tirer tes 1000 fléchettes. Oui, non, mais bien sûr. C'est là où avoir une démarche, on va dire, un peu éclairée dès le départ, te fait gagner quand même pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'on avait fait un épisode sur les dangers du volume, et tu avais pris cette métaphore que je trouve très juste, c'est que vous allez peut-être gagner 5% sur le court terme, mais vous allez être limité à ces 5%. Si vous prenez plus de temps, ça va mettre 3 ans, mais vous allez avoir 15%. En fait, c'est comme, tu sais, c'est ce qu'on dit, le jeu des enfants. Tu sais, on met un enfant à 5-6 ans, tu lui mets un bonbon, tu lui dis si t'attends, t'en as 3. Si t'attends 10 minutes, t'auras 3 bonbons. Et tu le laisses. Et hop, double seuil. Il bouffe le bonbon tout de suite, tu sais, il a pas le temps. Et hop. Tu vois, alors que le mec patient, c'est ça. Et il se dit j'attends. Et cette capacité de patience. Et d'ailleurs, on sait que ces enfants, alors je ne sais pas si ça a vraiment été corrigé par la science, réussissaient mieux plus tard ceux qui réussissaient le test. Ceux qui arrivaient à délayer un peu la gratification. Ouais. Mais je crois que ça a été un peu. Je ne crois pas que les études. Ça a été refait, je ne crois pas que ça a validé ça. Okay. Mais en tout cas, voilà, cette capacité d'attendre pour avoir plus, c'est quand même que ça vous aide mieux dans la vie, quoi. Premier facteur, donc ne vous blessez pas, faites les choses correctement. Et si vous arrivez à ne pas vous blesser, c'est aussi savoir pas s'entraîner quand on est trop fatigué et tout. C'est aussi savoir des fois la séance de trop, pouvoir l'éviter. C'est ce qui fait. Deuxième facteur limitant selon la science, Tristan. Justement, ça reboucle exactement sur ça. Pour moi, le deuxième frein, c'est la surcharge d'entraînement ou plutôt l'envie d'en faire trop. À la fois pour le premier frein, parce que ça va mener à la blessure. Alors la blessure est très souvent physique, mais il y a aussi des surmenages. Je prends un autre exemple, mais le fait d'en faire trop, tu travailles beaucoup, tu veux t'entraîner 5 fois dans la semaine. 5 fois dans la semaine, ça commence quand même à être un sacré volume. Mais en fait, tu vas t'épuiser nerveusement à placer tes 5 entraînements, alors que potentiellement, tu aurais pu t'entraîner 3 fois et tenir sur le court et moyen terme. En fait, parfois, juste tu t'épuises à tenir un entraînement et c'est pas une question de volume absolu, c'est juste un volume relatif par rapport à tes autres contraintes dans ta vie. Ou du coup, tu vas arrêter de courir parce que juste tu dis la course à pied ça m'épuise. C'est pas la course à pied, c'est le volume que tu mets dans la course à pied à ce moment-là est trop fort par rapport à tes ressources. Donc ça, c'est la première chose. Blessure,
surmenage. Et aussi, on en a parlé dans un autre épisode, mais je vais le redire ici, c'est le fait de en faire trop tôt, on l'a dit sur le volume, ça active un levier trop vite. Et quand tu actives un levier trop vite, tu te voles 2 fois. Tu te voles dans le présent parce qu'en fait, tu n'as pas les capacités d'assimilation de faire, ça peut être le volume, mais ça peut être par exemple faire plein de fractionnés, ça peut être plein de choses. Et tu te voles aussi plus tard parce que tu aurais eu besoin d'augmenter ton volume, mais tu t'es déjà désensibilisé à ce stress-là parce que tu l'as activé très tôt. Il y a aussi ce truc-là d'en vouloir en faire trop qui, pour moi, est hyper important. Tu l'as dit, on peut aller chercher 5% sur le court terme, mais ce serait dommage parce que tu te prives d'aller en chercher 15 sur le long terme. Et ça, c'est très souvent sous-coté. C'est pour ça que je mets ce frein de vouloir en faire trop et de la surcharge d'entraînement en 2. Ah, le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est... Après, vous pouvez faire toutes les séances que vous voulez, même faire 4 séances de fractionnés par jour, si ça vous fait. si vous courez depuis suffisamment assez longtemps et que vous avez fait les choses suffisamment assez progressives, j'ai envie de dire tout est possible. Sauf que quand on voit les athlètes de haut niveau, c'est des gens qui ont commencé des fois à courir, ils étaient à l'école de l'athlète à 6 piges, quoi. Donc forcément, ils ont une capacité. Ce qui est compliqué, si c'est vous avez 4 ans que vous faites de la course et que vous voulez vous imposer ces mêmes volumes d'entraînement, vous allez très vite être en surentraînement. Le 3e frein, selon toi, Tristan ? Alors, le 3e frein, pour moi, est au moins aussi important que les blessures. C'est juste d'avoir une trop grande quantité de stress dans sa vie. Ça, c'est très souvent sous-coté, mais je le répète, j'ai déjà vu des gens régresser à l'entraînement simplement parce qu'ils étaient stressés. Ils ont un stress très ponctuel dans leur travail ou dans leur vie personnelle qui fait que ils vont devoir gérer ça sur le court terme et le moyen terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vois des gens régresser alors qu'à l'entraînement, tu n'as rien changé. Ils étaient sur une belle dynamique de progression et tout d'un coup, tu vois la personne qui stagne, qui n'arrive plus à passer ses séances. Là où il y a, je sais pas, 3 semaines, elle passait un 3x10 à son seuil 60 et là, elle a du mal à passer un 5x5. Tu fais, je comprends pas, tu vois. Et quand tu poses les bonnes questions et quand tu t'intéresses, c'est juste parce que la personne est stressée et a une source de stress qu'elle a à gérer. Je dis le stress et du stress, ça te fait rire à chaque fois. Mais justement, en fait, on a une capacité à gérer un stress qui est limité dans la journée. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a 100 points. Soit on met 100 points sur pro-perso et il ne nous reste rien pour l'entraînement pour assimiler. Et à ce moment-là, il faut être dans une logique un petit peu de on s'entretient, etc. Mais si on veut dégager assez d'espace pour progresser en course à pied, il faut se réserver une petite quantité de stress à allouer à la course à pied pour pouvoir justement assimiler le stress qu'on a généré et pouvoir en récupérer pour créer des adaptations. C'est ce qu'on a dit au tout début. Donc la vie stressante, c'est simple, tu prends le même individu, tu prends le même entraînement, 2 quantités de stress différentes. La personne qui est moins stressée va progresser énormément plus et j'ai même envie de dire infiniment plus si la personne qui est stressée est tellement stressée qu'elle régresse. Donc pour moi, c'est vraiment primordial. Alors je dis pas arrêter tout pour courir, mais en tout cas ça montre aussi pour moi, ça montre l'impact que peut avoir le stress sur sa vie. C'est ce que je trouve la course à pied a de cool, c'est que parfois c'est un bon catalyseur et c'est une belle mise en scène de ce qui peut se passer dans ta vie. Parfois t'as pas l'impression que le stress ça peut être important. Alors certes, tu peux perdre tes cheveux, tu peux avoir des cheveux blancs, ça t'embête un petit peu, mais tu te rends pas compte au-delà de ça de à quel point ça a un impact sur ton corps. Et là, la course à pied, c'est un très bon média pour te dire, regarde, physiologiquement, tu régresses là. Je veux dire, le pouvoir de ce message, juste à cause de ton stress, est hyper fort. Et si tu arrives à l'intellectualiser à la juste mesure que c'est, je trouve ça hyper fort. Non, mais on se rend pas compte de l'impact du stress sur nous, sur notre corps. Tu le vois sur le système digestif, sur la peau, mais la fatigue que ça va générer. Et surtout, il y a des personnes qui refusent de le voir. Tu vois, parce que, tu vois, en plus, nous, les coureurs, les sportifs, on est on fonce, tu vois, on se pose pas de questions, il y a des obstacles. Moi, les obstacles, je m'en fous, je les saute, les obstacles. Et donc, des fois, on est un peu dans le déni, mais le corps te rappelle vite à la réalité, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, on peut bien manger, on peut faire gaffe à son sommeil, parce que certaines personnes ils vont avoir de l'insomnie, mais pas tous. Il y en a qui dorment bien même avec du stress parce qu'ils arrivent justement à l'enfouir. Mais quoi qu'il arrive, le corps, lui, vous le rappelle. Donc ça, c'est net, clair et précis. Si vous êtes face à une situation qui vous stresse, pour le travail, pour la vie personnelle, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent être stressantes. Vous avez perdu un proche, voilà, il va falloir le prendre en compte parce que sinon, ça va pas très bien se passer. Le 4e frein, Tristan. Alors le 4e frein est beaucoup plus classique. Je pense qu'on va passer assez vite dessus, mais c'est juste survoler un peu trop rapidement tous les facteurs hyper importants de la récupération, à savoir le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Voilà, parce qu'on a parlé déjà du stress et de la gestion de la charge. Mais voilà, c'est des choses aussi simples que le sommeil.
vous dormez 6 heures par nuit, bah, peut-être que vous n'avez pas le choix, mais c'est pas le meilleur moyen de progresser en course à pied. Et souvent, on dit 8 heures de sommeil, oui, mais c'est pas 8 heures au lit, en fait, c'est 8 heures de sommeil. Donc, ça va même passer plus de temps, plus que 8 heures au lit. Tu l'as dit tout à l'heure, pendant le sommeil, c'est là où va y avoir la régénération, c'est là où il y a beaucoup d'hormones comme l'hormone de croissance, ou voilà, toutes ces choses-là qui vont être générées et qui vont permettre justement une meilleure progression. Ensuite, il y a aussi, je l'ai dit, donc, dans la récupération, l'aspect nutrition. Si je me renvoie au même moment dans ce podcast où je disais que pour progresser, il fallait les bons nutriments, parce que si tu crées un stress, tu as un signal mécanique qui est transformé par mécanotransduction en signal chimique qui va faire une cascade de réactions qui dit faut créer des protéines et il n'y a pas d'acides aminés. Tu as fait tout ça pour rien en fait. Tu vois, ils arrivent à la fin, ils font les acides aminés. Non, il n'y a plus personne. Bon, dommage, pas de chance. Les gars, on repassera à l'année prochaine. Et puis surtout, parfois, il va falloir aller la chercher ailleurs. Bête, et vois, du coup, c'est juste parce que tu n'as pas pris tes 3 graines que. Non, mais c'est vrai que tu te fais mal à l'entraînement, mais tu as une mauvaise nutrition. C'est ça. Et puis là, tu vois, en plus, surtout chez les jeunes, etc., tu as aussi des logiques d'image de soi, etc., qui peuvent être aussi un peu délétères. Et en plus, alors il y a 2 choix. Soit juste tu manges mal, ou tu manges pas assez. Soit tu manges pas assez, c'est ce que j'allais dire. L'oublier, ouais. Parce que c'est pas que manger mal. Si vous mangez trop healthy et que finalement, vous en termes de quantité calorique, c'est pas suffisant. En termes de quantité, franchement, même si vous mangez trop healthy et que vous apportez pas assez de calories, et si vous allez manger pas super ouf avec un peu de fast-food, mais vous apportez assez de calories, je pense que celui qui mange pas ouf avec assez de calories va plus progresser. Je pense celui qui a 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps au lieu d'avoir 1,6, pas optimal, mais il va très bien vivre. Celui par contre qui est en très gros déficit calorique. C'est mal vu de dire ça, mais c'est la réalité. Moi, je suis pour rien. Non, parce que fatigue, trouble hormonal, trouble métabolique, risque de blessure aggravée, évidemment. Enfin, le déficit calorique sur le long terme. Tous les régimes restrictifs, les régimes. Alors, c'est pas pour stigmatiser les véganes et tout, parce qu'il y en a qui le font très très bien, mais tu sais, les trucs où on va enlever, on enlève des aliments. Il n'y a pas que la viande, il y a plein de régimes. C'est ça se passe. Il faut avoir une démarche éclairée. Ouais. Juste. Voilà, il faut bien. Enfin, en tout cas, il faut bien s'y intéresser et faire attention avec ce genre de choses. C'est effectivement, c'est très connu. C'est des facteurs quand même qui sont hyper importants et il faut aussi comprendre parce qu'on dit souvent aux gens, oui, c'est important la nutrition, c'est important l'hydratation. On n'explique pas pourquoi c'est important et je pense que ce genre d'épisode c'est intéressant parce que même si il y a quand même une prise de conscience sur tous les systèmes métaboliques, biologiques qui vont se passer. Et donc il y a ce côté pédagogique. Donc c'est important de le rappeler. Attends, dis-moi parce que moi justement, j'arrive pas à me positionner. Je me dis, on en parle tellement, et je me dis, ça devient banal et les gens l'intègrent, mais ne le conscientisent plus. Ils savent que c'est important, mais comme ils nous entendent toujours la parler. Pédagogie passe. Et je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup? En 2 ans, on n'en parle plus, et dans 2 ans, on en reparle. Non, parce que la pédagogie passe par la répétition. Je sais pas. Il y a des trucs que j'entendais, je savais. Et tu vois, par exemple, sur l'allure fondamentale et tout. Je savais je sais, je l'entends, mais la flemme, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de courir à 5 à l'heure, je me fais chier, tu vois. Et un jour, il y a un mec qui a répété, qui a eu les mots, qui l'a dit, et bam, c'était Tristan Pavlak. Tu vois. Et en fait, il y a eu le déclic. Donc, je pense quand même que c'est important d'expliquer ça et des fois le répéter. Voilà, la pédagogie. Tu m'as convaincu. Je sais que la pédagogie, parfois, c'est la bonne personne avec les bons mots. Exactement. Et tu vois, typiquement, je sais pas, ta copine te dit un truc depuis 1000 ans. Mais oui. Et un jour, ton pote te le dit avec des mots différents. Et après, mais ça fait 10 ans que je te dis de faire ça, par pitié. Mais oui, mais le cerveau humain, tu sais, des fois, il est un peu particulier. Bon, du coup, ça, c'est les choses évidentes. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, peut-être un peu moins connus, qui freinent la progression des coureurs et qui peuvent aussi être un peu, je veux dire, un peu scandaleux, mais voilà. Je te garde un truc un peu moins, alors scandaleux non, mais je te garde un qui est un peu moins connu, on va dire, mais juste en frein numéro 5. Je veux juste, voilà. On le traite, mais la génétique, il faut quand même en parler. On ne peut pas parler de facteurs limitants scientifiquement sans dire que la génétique... Ça ne va pas plaire aux coachs sur le développement personnel. Et le fait de ne pas faire de sport jeune, je mets les deux vraiment sur le même pied d'égalité. Peut-être à tort, ça c'est moi qui prends cette liberté-là. Mais oui, ça reste quand même un frein important. On ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, et c'est là où j'apporte ma petite pierre, c'est de dire que
où que vous soyez sur le spectre de la performance, il y a une chose qui ne peut pas vous être retirée, c'est la capacité à progresser. Et nous, pour des sportifs amateurs, c'est plus ça qui nous intéresse, parce que quand on dit l'important c'est le voyage, c'est pas la destination, quelque part c'est vrai, parce que le fait de se mettre à l'entraînement, de progresser, et qu'on passe de 1h30 à 1h05 ou qu'on passe de 2h à 2h40, en fait le chemin est le même, et les apprentissages qu'on va avoir sur nous-mêmes, notre capacité à être régulier, le fait de faire face à l'adversité, tout à l'heure tu l'as dit, le fait de faire face à la stagnation, et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on trouve des solutions ? Toutes ces choses-là nous apportent beaucoup plus que juste faire 1h20 ou 1h35 sur le long terme. Non, mais c'est un indicateur, c'est-à-dire vous stagnez. C'est un indicateur, faut pas se braquer par rapport à ça. Même au contraire, moi je trouve que c'est un peu le livre L'obstacle et la voie, c'est de dire, mais en fait, c'est dans cette situation-là où vous faites face à une difficulté que vous allez avoir l'occasion de vous révéler. Quand tout va bien, on se révèle pas, mais c'est quand justement ça va mal. Il y a les gens qui vont abandonner et il y a les gens qui vont trouver des solutions. Il y a des gens qui vont brasser beaucoup d'énergie, justement. Et c'est là qu'on a l'occasion de faire la différence. Quand tout va bien, en général, c'est pas là qu'on fait la différence. Non, mais ça, c'est... Et puis, la génétique, tu sais, il y a cette théorie que quand on te donne une compétence, c'est au détriment d'une autre. Alors, c'est-à-dire que, voilà, souvent, il y a toujours un prix à payer, entre guillemets, pour un don, pour quelque chose. Et on est... Alors après voilà, et c'est une dimension. Tu sais, moi je suis un croyant, donc forcément, moi je pense que la vie est juste et bon, et on a toujours l'opportunité de réussir quelque chose. Et c'est très rare quand même que génétiquement vous soyez mauvais partout, tu vois. Si vous avez peut-être pas la biomécanique, vous avez peut-être le cœur. Si vous n'avez pas le cœur, il y a toujours un levier que vous allez pouvoir surestimer et que. Enfin, vous allez pouvoir en tout cas à fond capitaliser dessus. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas la biomécanique, j'ai peut-être pas la super foulée, mais j'étais convaincu, en tout cas, j'avais cette croyance, il y a les croyances limitantes, mais il y a aussi les croyances qui te portent, que au niveau du cœur, tu vois, et au niveau du mental aussi, j'étais capable de supporter la douleur. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la course à pied, la capacité. On est tous, on a des neurotransmetteurs qui font qu'on supporte plus ou moins la douleur. Si vous n'avez même pas la génétique si vous avez ça, vous allez pouvoir peut-être capitaliser sur ça. Donc, il y a toujours un levier que vous pouvez optimiser à fond. C'est peu probable que génétiquement vous êtes tout mauvais, c'est pas possible. Oui, et puis là tu restes juste focalisé sur le sport, mais tu pourrais même agrandir en disant j'aimerais tellement avoir le cœur, avoir les muscles, etc. Et quand tu regardes le mec qui a le cœur et les muscles, il a une vie personnelle désastreuse, alors que toi ça va bien. Toi tu peux toi tu t'intéresses à l'art et lui il y a aucune culture. Enfin. Bon, non, mais moi, je crois en la chance, parce que je pense que c'est vrai qu'on n'aime pas dire les athlètes, il n'y a pas de chance. Non, moi, je pense que je crois à la chance. Il y a la malchance. Donc, s'il y a la malchance, parce que je pense que des gens qui n'ont pas eu de chance, il y en a plein. Donc, s'il y a la malchance, c'est qu'il y a la chance. Et je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes opportunités. Il y en a qui les saisissent et il y en a qui les saisissent pas. C'est tout. Mais on va dire que quand tu travailles, tu as infiniment plus d'opportunités que quand tu travailles pas. Donc, c'est plus simple d'être chanceux dans ces cas-là. Ça, c'est Picasso qui disait, si la chance me cherche, qu'elle me trouve en train de travailler. Et c'est, méditer sur ça. C'est assez intéressant. Alors, le temps passe. Allez. On va se faire engueuler par les réalisateurs. Il n'y a plus de bande, Guillaume, dépêche-toi. On veut rentrer à la maison. Du coup, on a parlé de la génétique, on a parlé de la nutrition, on a parlé des blessures. Là, on va rentrer peut-être dans ceux qu'on pense le moins. Ouais. Tu peux nous donner le 6e ? Je crois qu'on en est au 6e. Le 6e, pour moi, c'est ne pas avoir de repères à l'entraînement. Alors, ça peut fonctionner partiellement. La sensation, s'écouter, etc. Voire même parfois les sensations, quand elles sont très justes et qu'on les écoute très bien, fonctionnent quand même plutôt bien. Faut pas sous-estimer ce moyen de s'entraîner. Ce que je veux dire par là, c'est que d'expérience, je trouve qu'avoir des repères, alors quand je dis avoir des repères, certains vont faire des tests, moi c'est le truc de dire chaque séance est un test en soi, ça permet de galvaniser les gens et créer une dynamique de motivation où quand tu sais que la semaine dernière tu as fait 5x5 et puis cette semaine tu as 4x8, je te dis n'importe quoi, tu vois que ton entraînement se complexifie, tu as vraiment des repères, tu comprends ce que tu fais, tu comprends que tu cours à la même vitesse, ou alors cette année j'ai fait mon 5x5 à 4 minutes 30 au kilomètre, il y a 2 ans je le faisais à 5 minutes au kilomètre pour la même fréquence cardiaque. Tout ça, ça fait partie de avoir des repères. Et pour moi, en plus de permettre évidemment d'affiner la méthode d'entraînement en permettant une surcharge plus précise, en permettant d'individualiser la surcharge, ou justement la progressivité dans les séances, on ne va pas la gérer de la même manière en fonction des individus. Même en mettant ça de côté, je trouve ça beaucoup plus motivant au quotidien d'avoir ces repères-là et de pouvoir se comparer. Et aussi de pouvoir se dire, quand ça ne va pas,
Là, je vois ma séance, j'ai pas réussi à faire monter mon cardio, mon ressenti d'effort est très intense alors que ça devrait pas l'être parce que j'ai les repères qui me permettent d'avoir ce retour-là. Alors que si je m'entraînais que à la sensation, peut-être que je sentirais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais j'aurais pas de retour quantitatif de est-ce que ça va vraiment pas. Bref, pour moi, ne pas avoir de repères, ça fait partie des freins sur le long terme, à la fois d'un point de vue méthodologique, mais aussi d'un point de vue motivationnel. Des repères et des repères justes aussi, parce que des fois, les souvenirs qu'on a de ce qu'on était capable de faire avant, et en fait, la réalité, c'est une fois que tu as passé une séance, je sais pas, de 6 fois 1000 en 3,15, tu as l'impression que tu savais faire ça, en fait, il y a 3 ans, tu vois, que c'était la norme. Tu vois, en fait, les mémoires, c'est vachement trompeur. Donc, il faut noter, il faut regarder. C'est là où garder des notes, c'est hyper important. Ouais, c'est ça. Et aussi, comme tu dis, des fois, on se dit, tiens, ma séance, je l'ai fait en 3,20, 3,50, 4 minutes 10, mais 1000. Mais des fois, c'est juste que vous avez 2 battements en cœur de moins. C'est pas forcément sur le chrono, mais c'est aussi au niveau des battements en cœur de moins. Donc là, c'est un indicateur aussi qui fait que vous progressez. Donc là, c'est subtil, c'est aussi vos ressentis, c'est aussi, tu vois, comment vous allez récupérer des séances. C'est pas seulement le chrono. Nous, on est trop, peut-être, nous les coureurs, à se dire, si je l'ai fait ma séance en 3,20, il faut que je le fasse en 3,18. Si je ne passe pas en 3,18, c'est que j'ai pas progressé. Mais des fois, même vous allez le faire en 3,21, mais vous allez avoir des données physiologiques beaucoup meilleures. Vous allez mieux récupérer. Donc, tu vois, c'est subtil la progression. Mais oui, tu vois, typiquement, moi, ça m'arrive souvent. Je refais une séance que j'avais fait dans le passé et j'ai envie de me reprojeter, et verbaliser, c'est hyper important pour savoir comment s'est vraiment passée la séance. Parce que tu passes une séance, si tu n'as rien écrit, tu sais pas vraiment si c'était dur, si c'était pas dur. Même une fréquence cardiaque, ça veut pas dire grand chose parce qu'il faut un ressenti d'effort subjectif. Et je vais sur Strava pour rechercher la séance, et puis j'ai mis une connerie en description au lieu de marquer vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, je m'en veux là. Lunch run, allure fondamentale. Ouais, tu mets un emoji, tu mets une connerie, une blague. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Et puis même des fois, si tu te dis oui, j'ai progressé, j'ai fait 3,17 au lieu de 3,20, mais si t'as ton cardio qui a explosé, t'as pas progressé, mon gars. Ah oui, c'est ça. Tu vois, voilà. Donc des fois, c'est trompeur ou voilà. Alors là, le dernier, je sais pas ce que tu vas dire, selon la science, le dernier facteur qui nous... alors là, pour le coup, c'est peut-être l'un des moins scientifiques de tous, mais pour moi, c'est le manque de proprioception qui a énormément à voir avec son activité physique jeune, parce que c'est là où on développe beaucoup d'aspects moteurs. On peut explorer différents patterns, on se les approprie, la dissociation pied-main, le raccord œil-main, enfin plein de choses qui se développent extrêmement bien quand on est jeune. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors à la fois parce que évidemment ça va jouer sur le coût énergétique, y a des gens qui vont s'organiser beaucoup mieux instinctivement que d'autres, ça 100%, mais deuxièmement c'est aussi sur la progression de ce coût énergétique-là sur le long terme, où des gens qui vont avoir vraiment énormément de mal à s'organiser, à se comprendre, à se corriger ou juste se mobiliser dans différents schémas moteurs. Je trouve que ça ralentit la progression. Quand je dis sur le coût énergétique, ça veut dire que on a beaucoup plus de mal, ou ça prend beaucoup plus de temps d'apporter une correction pour devenir plus efficace. Parce que le corps, lui, ça fonctionne très bien. Il sait très bien ce qui est le plus efficace pour lui, mais parfois il met du temps à le chercher. Quelqu'un qui va avoir une excellente proprioception, à un moment, il va essayer quelque chose, il va trouver un nouveau mouvement. Ça va tiquer très très vite. Souvent on dit, quand tu changes quelque chose dans ton mouvement, sur le court et moyen terme, c'est moins efficace, et c'est seulement sur le long terme que ça peut le devenir. Le moyen terme, pour certains, c'est quelques répétitions, et puis pour d'autres, ça prend des années. Donc c'est là où pour moi, la proprioception, la conscience de son corps, c'est hyper important. C'est pour ça que les danseurs, les gymnastes, alors c'est pour ça que les gymnastes, typiquement, là ça n'engage que moi, mais je trouve que ça fait partie des meilleurs sportifs. Tu sais, si tu les mets dans n'importe quel sport, ils sont très forts. Parce que justement, d'un point de vue perception de leur corps dans l'espace, ça fait partie des sports qui ont ce critère-là de vraiment pousser au maximum. C'est vrai, ouais. Et c'est pour ça, je renvoie à un des podcasts qu'on a fait sur la technique de course, où la théorie que je donnais, on va dire, c'était de dire typiquement le renforcement, certes, on renforce nos muscles, nos tendons, etc., mais c'est aussi un très bon moyen pour nous de tester des nouveaux mouvements. Tu vois quelqu'un qui a vachi sur la piste, tu dis redresse-toi. Il sait pas ce que c'est de se redresser, tu lui mets une petite barre de squat sur le dos un peu lourde, là tout de suite il va devoir bomber le torse, il va devoir bien se tenir droit, et là peut-être il va comprendre ce que c'est de se redresser, et donc il va pouvoir transférer ça dans la course à pied. Mais encore une fois, il faut une bonne proprioception. Ouais, une connaissance de son corps aussi. Une bonne connaissance de son corps. Parce que des fois tu vois des personnes courir, ils ont les bras comme ça, enfin tu sais, ils savent pas quoi faire de leurs bras, ceux qui ont surtout pas fait de sport quand ils étaient jeunes, ils ont vraiment ils ont une mauvaise connaissance de leur corps. Donc ça c'est hyper limitant, et c'est dans la progression. Alors Tristan, avant de passer à l'étude du jour, nouveauté aussi de cette saison 7,
l'une des choses qui peuvent freiner la progression, on l'a vu dans les micro-trottoirs de nos amis de Bayonne, c'est de ne pas suivre le plan d'entraînement. Et justement, on a Campus Coach. Le 8e frein à la progression. Voilà, le 8e frein, c'est de ne pas être sur Campus Coach. Ça, c'est le petit bonus. En plus, une personne disait le renforcement musculaire. Voilà, là, vous avez lancé tout juste assez tout chaud, là, une nouvelle. Eh ben, je sais pas quand sortira cet épisode, mais en tout cas, au mois de novembre, donc tu vois. Tout chaud, ouais. Tout chaud, voilà. On vient de sortir ça, très cool. Le renforcement est directement intégré dans vos plans d'entraînement. Les petites vidéos qui vont bien, les bonnes explications, les articles comme d'habitude. Donc voilà, si vous voulez ne pas faire d'erreur, être sûr d'avoir une progression. Si vous voulez me voir faire des squats, défendre, montrer les exercices. Faire du renforcement musculaire, c'est Campus Coach. On a un petit code promo aussi à partager à nos auditeurs parce que c'est bientôt Noël. Là, on va arriver dans les périodes de Noël, donc tu vois, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, ça existe. Vous faites des cartes cadeaux aussi. On fait des cartes cadeaux. Et ça marche le code DLTDC sur les cartes cadeaux. Alors, prenez pas de carte cadeau parce que vous n'allez pas avoir un mois gratuit. Mais si vous voulez, avec le code DLTDC, c'est le code, vous avez un mois gratuit pour tester la plateforme. Donc là, on arrive au mois de novembre, il va y avoir les prépas marathons de Paris qui vont commencer. Généralement, c'est 12 semaines, peut-être un petit peu plus si vous avez moins de bouteilles. Attends, les gens, ils font ça. Ils activent leur code, ils font leur mois gratuit et après, ils utilisent leur carte cadeau. Exactement. Voilà, ça peut le faire aussi. Mais en tout cas, si vous voulez essayer, c'est le code DLTDC. Vous avez un mois offert, comme ça, vous testez, vous dépensez pas d'argent. C'est quoi le code DLTDC, si j'ai pas dit. Et en plus, comme c'est bientôt Noël, j'ai un petit code promo, moi, pour... Un deuxième. Est-ce que tu écoutes de la musique J'écoute de la musique puisque c'est mes écouteurs que tu as dans la main. Mais voilà. Eh bien, écoutez, on va pas mentir. Mais je vais en parler dans l'étude de jour. Mais j'ai un deuxième petit code pour faire plaisir à nos auditeurs en cette période de fête qui arrive. Mais je vous en parle juste après l'étude du jour. T'es prêt pour l'étude du jour ? C'est parti. Allez, on y va. Tristan, aujourd'hui, je vais te parler d'une étude anglaise. On parlait de frein à la progression. Il y a les produits dopants aussi. Ça peut être c'est un petit peu voilà. Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que des fois, le dopage, il prend des formes un petit peu inattendues. Même là où on s'y attend pas vraiment. Mais avant d'entrer dans les détails, est-ce que tu écoutes de la musique ? Est-ce que tu écoutes des podcasts pendant tes entraînements ? J'écoute beaucoup de musique, ouais. Beaucoup de musique ? Tu as des petites playlists, ce genre de choses ? Exactement, ouais. J'ai du mal à rester avec moi-même. Donc, ça me permet de m'occuper l'esprit. Eh bien, je ne sais pas si tu sais, mais depuis 2015, la Fédération française d'athlétisme a interdit le recours à la musique lors des compétitions officielles. D'après la règle, j'ai regardé, j'ai vérifié, RT6.2. Alors, cette règle, elle est effectivement peu appliquée. Chez les amateurs. Voilà, chez les amateurs, parce que et puis si vous courez dans une course hors label, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, je crois sur les cross-country, évidemment, on voit des fois des gens courir avec de la musique sur le cross-country, c'est un peu particulier, mais là, ils font assez gaffe. Mais cette règle, elle a été instaurée non pas seulement pour des raisons de sécurité, parce que des fois, c'est vrai, sur la piste, tu peux avoir des gens au couloir intérieur qui sont en footing en écoutant de la musique. Qu'est-ce que c'est chiant. Là, je sais, voilà. Ça... Le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas ce podcast. Voilà. Alors, s'ils écoutent ce podcast, ils ont une dérogation. Ils peuvent rester sur la piste, sur le couloir de gauche, mais voilà, ça peut être dangereux parce que les gens t'entendent pas et tout. Effectivement, il y a une notion de danger, mais pas seulement aussi pour ça, aussi parce que ça peut être un produit dopant pour les coureurs. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. J'en ai entendu parler, ouais. Sur triathlon, c'est interdit aussi pour ces raisons-là. Parce que souvent on pense que c'est pour la sécurité, mais c'est aussi pour le dopage. Oui, je pense que c'est l'un et l'autre. C'est les deux, ouais. Alors, figure-toi qu'en 2020, une étude a essayé de comprendre justement comment l'écoute de la musique pendant l'exercice physique influence les performances. Alors, il y a plusieurs facteurs qu'ils ont essayé de mesurer. Évidemment, la fréquence cardiaque, la perception de l'effort, le fameux indice RPE, la performance globale des athlètes, et surtout, quel type de musique est-ce qu'écouter dans la tête d'un coureur ? Allez, c'est moins de 10 secondes sur semi-marathon, mais grosso modo, voilà. Est-ce que si tu écoutes du Daft Punk ou du Céline Dion, est-ce que ça peut aussi avoir un impact ? Est-ce que tu as une petite idée, toi ? Est-ce que tu penses que... Alors, j'imagine qu'il doit y avoir une notion de fréquence, je veux dire de rythme, et oui, c'est peut-être tout. Peut-être plus c'est fort, mieux ça marche. Oui, après, tu te dis, est-ce que finalement, si ça te met dans un faux rythme, est-ce que finalement, tu peux avoir une perception d'aller plus vite, d'être plus fort, mais ça peut être délétère sur la performance, tu vois ? Est-ce que vraiment, parce que c'est la question, on a tous cette impression, quand tu mets de la musique, t'es endiablé, ça va plus vite, mais est-ce que c'est pas contre-productif ? Donc l'étude a voulu quand même mesurer, parce que si tu es très rapide sur ton premier semi sur un marathon et le deuxième qui t'écroule, c'est pas même être délétère. Donc ils ont vraiment voulu mesurer ça. On parle un peu de méthodologie, parce que j'aime bien parler de méthodo, c'est important quand on parle des études. Ils ont analysé des coureurs de tout niveau et de toutes conditions physiques. Donc ça va aussi bien des coureurs élites que amateurs, des coureurs confirmés, peu importe, qui courent depuis longtemps, pas longtemps. Donc ça, ils ont vraiment... Voilà. Et ils ont
on fait 2 groupes diversifiés en termes d'âge, de sexe, d'expérience sportive, un avec musique et un sans musique. Comme ça, vraiment, c'est global pour tout le monde, pas forcément les amateurs ou les élites. On pourrait penser aussi que la musique facilite la performance pour les très amateurs et pas forcément pour les élites. Donc, eux, ils ont vraiment voulu prendre tous les profils. Alors, les participants, ils ont été soumis à plusieurs exercices, comme de la course à pied, mais pas seulement. Il y avait aussi du vélo d'appartement, la course sur tapis. Et chaque session, elle a été réalisée dans des conditions différentes, sans musique, silence total, avec de la musique sur un rythme lent. Lent pour eux, c'est moins de 120 BPM. Musique modérée, donc 120, 140 BPM. Et de la musique boum, 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 comme dirait ma grand-mère, 140 BPM. Donc il y avait pas mal de protocoles. Les valeurs mesurées, fréquence cardiaque, je l'ai dit, sensation de l'effort, la distance parcourue aussi sur le temps donné. Et aussi des analyses plus psychologiques comme... les mesures physiques, des entretiens pour essayer de comprendre un peu comment vous avez perçu ça, est-ce que ça, des choses plus déclaratives en tout cas. Donc vraiment très très bien faite, très très complète, très sérieuse cette étude. Les résultats, suspense. Eh bien, les résultats sur la fréquence cardiaque déjà, avec de la musique rapide, la fréquence cardiaque des participants a significativement été plus élevée lorsque la musique était rapide par rapport à la musique lente. Ça paraît assez logique. Et ce phénomène, ils l'ont attribué, les scientifiques, à l'effet stimulant de la musique, côté un peu énergétique, le côté un peu Red Bull de la musique. Et avec de la musique lente, un rythme cardiaque était au contraire plus bas, ce qui pourrait indiquer un effet un peu plus... relaxant, sur les coureurs. Les participants ont aussi systématiquement rapporté une perception de l'effort plus faible lorsqu'ils écoutaient de la musique, en particulier avec quand c'était du rythme très rapide, la son d'effort. Alors là, tu vas me dire, finalement, si écouter de la musique lente du Céline Dion fait baisser notre cœur, est-ce qu'il vaut mieux pas écouter du Céline Dion, Parce que est-ce que ce serait pas Céline Dion le secret là? Parce que c'est vrai, intuitivement, mais c'est pas forcément bon d'avoir un cœur qui va très vite en fonction de la distance que tu prépares. Du coup, avec les performances, qu'est-ce que ça dit sur les performances? La musique rapide, les performances étaient significativement améliorées, notamment en termes de distance parcourue et de vitesse. Donc sur un temps donné, ils allaient plus vite, donc ils parcouraient plus de distance. Sans musique, les performances étaient globalement inférieures. Que la perception de tout ça. Et sur l'impact physiologique, plus de plaisir aussi. Donc effectivement, selon cette étude, écouter de la musique plutôt rapide aurait un effet bénéfique sur la performance. Donc c'est pas un mythe, vous courez vraiment plus vite avec de la musique, quel que soit votre niveau. C'est ça mon secret, du funk, de la drum and bass à fond. C'est marrant, moi sur les prépas un peu longues, je pense qu'en trail, les gens ont la même chose. T'as beaucoup de gens qui... Alors, trail, c'est plus sympa que des grandes balades à vélo. Mais t'as des gens qui sont... moi, je mets jamais de musique parce que le jour J, comme il n'y a pas le droit à la musique, comme ça, je m'entraîne, etc. Les trailers, ils ont tous les casques. Oui, mais alors en triathlon, je sais que j'ai déjà entendu ça, de dire le jour J, comme t'as pas le droit à la musique, du coup, à l'entraînement, quand je vais faire mon 6 heures de vélo, je mets pas de musique, c'est moi face à moi-même, etc. Et en fait, le plaisir, t'as parlé de plaisir à l'entraînement, est tellement supérieur à ce que tu vas gagner à juste être un peu plus spécifique le jour J. Le fait de baisser ton niveau de difficulté perçue, parce que 6 heures face à toi-même, c'est insupportable, alors qu'avec un peu de musique ou avec un pote ou un truc, au moins c'est supportable et tu peux la répéter dans le temps. Et on sait que baisser son niveau de difficulté pour le même effort ou juste que ça nous paraisse plus plaisant, c'est quand même un critère qui va maximiser notre progression parce qu'on va s'entraîner plus facilement sur le long terme à des hautes charges. Non, mais j'ai jamais compris, moi, cette idée de rendre tout difficile. Je crois pas ce système de pensée. C'est pas assez dur comme ça, 6 heures. Je sais pas, je comprends pas. Bon, les gens, c'est comme les gens qui disent oui, il faut que tu rencontres le mur à l'entraînement, faut pas que tu manges pas, tu fais machin. Et c'est pas Koh-Lanta, les gars. Ça, je l'ai dit tout le temps. Le but, c'est pas qui restera en dernier. Vous avez le droit de manger, vous avez le droit de boire. Pourquoi vous rendre la vie compliquée? Pour écouter de la musique, moi j'ai un bon plan pour nos auditeurs. Alors ça, c'est quelque chose, je sais parce que d'ailleurs c'est les tiens ceux-là. Oui. Je t'ai vu arriver avec et je t'ai dit putain ça tombe bien. Moi c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps, c'est les casques Shokz. Qu'est-ce que c'est? C'est des casques extra-auriculaires. Donc c'est pas des casques qui vont se mettre dans les oreilles, c'est des casques qui vont se mettre à l'extérieur des oreilles. Donc la particularité c'est que vous avez les oreilles qui sont libérées, donc vous entendez le bruit environnant, les voitures. Donc quand vous courez à Paris comme moi, c'est pratique, ça évite de vous faire renverser. Mais aussi au travail, moi je les utilise au travail parce que du coup mes collaborateurs, s'ils ont besoin de me parler, j'ai pas besoin d'enlever le casque et puis je reste à l'écoute. Et c'est quand même important aussi, ou même quand je vais faire la vaisselle pour rester en contact
contact avec ma conjointe. Donc il me quitte pas ces écouteurs. C'est vraiment des écouteurs que j'ai depuis le début. Voilà, il s'avère qu'on a la chance de collaborer. Alors moi, je suis content parce que c'est même plutôt moi qui ai voulu collaborer avec eux que l'inverse. Parce que je trouve qu'avec le podcast, on a un média de son beaucoup de gens nous écoutent en courant. Et donc, je pense vraiment que ça peut être sécurisant. C'est mieux quand même si nos auditeurs n'ont pas d'accident. Ouais. Et donc, voilà, on a les casques Shox et on a moins 10%. On a négocié moins 10% en période de Noël avec le code DLTDC. Donc, si vous voulez acheter un casque Shox ou l'offrir, moins 10% avec le code DLTDC 10. DLTDC 10. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, partagez-le à vos amis, à vos proches. DLTDC 10, moins 10%. Voilà, c'est pas rien sur un casque à 150 €. Vous gagnez 15 €, c'est pas mal. 15 €, ça fait en plus un mois gratuit sur campus. Eh ben nickel. Tu vois, voilà, vous avez 2 mois. Voilà. Donc DLTDC 10 pour les casques Shox. Allez-y les yeux fermés, c'est vraiment de la super qualité. Foncez quoi. Voilà, c'est cadeau. Ouais. Pour le coup, moi je gagne rien à ce partenariat et ce sont les miens et j'utilise ça depuis 2018. Fan. Voilà. À chaque fois, les gens sont en mode « Ah, mais t'es sponsorisé ?» Je suis « Non, je l'ai juste sur les oreilles toute la journée. » C'est ce que je dis. Franchement, ça fait longtemps que j'avais envie juste de la pub gratos. Qu'on puisse travailler avec eux, donc je suis très très content. Merci Tristan, c'est un épisode super. Merci à toi Guillaume. Écoute, on se retrouve le mois prochain pour les fêtes de Noël. On a un épisode spécial Noël, tu vois. Donc je te dis, t'auras peut-être un petit cadeau pour moi. Voilà, t'as un mois maintenant pour trouver un petit cadeau. C'est le mec qui fait l'impression, tu vois. Un code promo et tout, vas-y, t'hésites pas. Voilà, on se fera des petits cadeaux comme ça à l'antenne. Ça sera sympa. Écoute, je te dis à très vite. Merci à tous et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Bon entraînement tout le monde, bye bye.